Sur Wall Street où il se passe des choses, Grégory Volokin est en duplex avec nous comme chaque jour, président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors une statistique, c'est très calme en ce moment de côté américain, mais il y a une statistique qui est tombée il y a quelques instants, l'Empire Manufacturing. Vous me disiez en préparant cette émission, bon, il est normal qu'il soit faible, mais il est quand même beaucoup plus faible qu'attendu cet indice. Absolument, mais vous savez que c'est la statistique que personne ne regarde. Pourquoi? Parce que d'abord, l'État de New York, c'est pas un État manufacturier, c'est à peine 8% de l'économie. Deuxièmement, le milieu de l'été, c'est un moment où il y a beaucoup d'usines qui ferment. Tout simplement, c'est la période des vacances. Et à lire les chiffres, on aurait l'impression que l'économie s'est arrêtée à New York. C'est absolument pas le cas. Par contre, dans cet indice, même s'il est en baisse de 14%, quand vous demandez aux chefs d'entreprise quelle est votre vue de l'avenir, là, on a un chiffre en hausse de 38%. Donc vraiment, le discours est optimiste. Même si l'indice est négatif. Alors je vous dirais, si aujourd'hui on n'était pas dans une journée de mi-d'été où tout le monde est en vacances, cet indice n'aurait absolument aucune importance par rapport au mouvement de marché. Mais évidemment, là, vous avez encore des juniors qui s'amusent un peu à faire bouger les indices. D'accord. Alors je le disais d'entrée, les marchés européens ont mal pris la nouvelle. Ils étaient déjà un petit peu incertains avant cette publication. Du coup, c'est incertain aussi à Wall Street, il me semble, sur les futures. Les prix de l'énergie, ils sont pour beaucoup, beaucoup de pression toujours sur le pétrole. Oui, je dirais ça, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus fondamental. Le prix de l'énergie aujourd'hui est au plus bas sur le WTI. Maintenant, une fois de plus, il ne faut pas oublier qu'un prix de l'énergie au plus bas aux États-Unis, c'est quelque chose de très positif, à la fois pour la consommation, pour beaucoup de parties de l'industrie. Et je voudrais noter que l'explication de cette baisse soudaine ou continue, une donnée de plus, c'est que vendredi, le président Obama a autorisé les exportations de pétrole américain en petite quantité au Mexique. Alors qu'il faut savoir que pour le moment, les Américains ne peuvent pas exporter du pétrole à moins qu'il ne soit raffiné. Il y a un grand mouvement de lobbying qui se fait pour libéraliser ces exportations. Mais ça, c'était le premier pas vers quand même une très grosse économie voisine, le Mexique. Donc ça met un peu de pression sur les cours. En quelques mots, Grégory, un petit peu ce que l'on attend cette semaine. Il y a les minutes de la Fed en milieu de semaine. Oui, on attend les minutes de la Fed tout en sachant qu'on n'aura rien de nouveau à se mettre sur la dent dans ces minutes de la Fed, puisque le discours de la Fed actuellement, c'est on étudie chaque statistique économique avant de prendre une décision. Il n'y a pas de raison d'avoir plus de clarté. Et puis on attend, je dirais, des chiffres qui sont peut-être plus intéressants, parce que les chiffres vraiment économiques importants, ça sera pendant la semaine plusieurs chiffres au niveau de la construction, les mises en chantier, les nouveaux logements, les anciens logements, et pour en fait prouver que la construction va bien, les résultats de Home Depot, qui est vraiment là peut-être le baromètre qui lie la construction aux consommateurs. Très bien, Grégory Volokin, merci beaucoup. Vous restez avec nous puisqu'on vous retrouve dans 3 quarts d'heure environ pour un nouveau à New York. Et on se rend une nouvelle fois à Wall Street pour y retrouver Grégory Volokin de Mescart Financial Services. Alors la baisse s'accentue à New York puisqu'on perd maintenant 0,71% sur le Dow, 17 354, le Nasdaq moins 0,41% et le S&P moins 0,52%. Grégory, en l'absence d'actualité significative, la moindre statistique comme celle qu'on a eue sur l'Empire Manufacturing peut créer de gros mouvements. Oui, je dirais on a des marchés qui sont très fragiles en ce moment parce que il manque de profondeur, il manque de liquidité, il manque de participants. Donc c'est clair que chaque petit événement, petite statistique sur ces 2 prochaines semaines, je dirais, vont avoir des effets peut-être exagérés sur les indices. Aujourd'hui, c'était une statistique qui n'a jamais été considérée comme significative parce qu'elle ne représente pas vraiment l'économie de l'État de New York. Et même dans cette statistique, il y avait beaucoup de signes positifs, mais comme je le dis, devant des marchés où il y a très très peu de participants, tout est un peu exagéré. On hésite aussi parce que on se pose de plus en plus de questions sur le calendrier de la Fed depuis les dévaluations successives du yuan la semaine dernière. Je dirais, ça fait 2 ans qu'on se pose des questions, donc c'est pas aujourd'hui qu'on se pose des nouvelles. Ça remet un petit peu, ça rabat un petit peu les cartes, ce qui s'est passé là en Chine. C'est ça le débat. Il y a des gens qui disent ça peut tout changer et il y en a d'autres qui disent ça ne va rien changer. Il faut relativiser. Moi, je dis que ça ne va rien changer. 3% pour le yuan vis-à-vis d'un basket de devises. Il ne faut pas oublier que le yuan s'était apprécié de 25% vis-à-vis du yen, par exemple,
en une année. Donc c'est un petit mouvement du yuan. Ce qui est plus grave, c'est est-ce qu'on est face à un ralentissement extrême de l'activité économique en Chine. C'est trop tôt pour le dire. Et deuxièmement, s'il y a ralentissement, peut-être que la Chine justement est en train de commencer à prendre des bonnes mesures pour lutter là contre. Il ne faut pas oublier que la Fed ne fait pas de la politique extérieure. La Fed, elle a deux objectifs. Le plein emploi, on y est pratiquement aux États-Unis, et un niveau d'inflation raisonnable, porteur de croissance aux alentours de 2%. Là, on n'y est pas encore, mais c'est certain que tous ces phénomènes qu'elle appelle elle-même transitoires ne vont pas ramener l'inflation. Donc la Fed doit tôt ou tard agir, et je dirais, et les marchés le pensent, je pense. Le plus tôt sera le mieux pour prouver que l'économie américaine maintenant n'a plus besoin de béquilles. Alors, l'actualité entreprise, les valeurs que l'on regarde aujourd'hui à Wall Street, General Electric, qui a déjà profité de cette perspective vendredi, semble-t-il, sur le rachat de la branche énergie d'Alstom, qui semble bien partie. Alors écoutez, puisque c'est des fuites, c'est Reuters qui en faisait état vendredi, et que ces fuites sont positives, je dirais, par rapport à un deal. En tout cas ici, oui. Et voilà, exactement. Donc on peut penser qu'on va dans le bon sens. C'est vrai que General Electric a passé beaucoup de temps à accepter énormément des conditions qu'on lui avait données. Ça serait à mes yeux étonnant que le deal échoue maintenant. Donc attendons d'avoir une nouvelle définitive, mais ça semble aller dans le bon sens. Surtout que je pense que la Commission antitrust européenne a d'autres chevaux ou d'autres batailles à monter en ce moment que cette question entre Alstom et GE, qui ne va ni détruire des emplois, mais au contraire va renforcer un secteur d'activité, même en France. En tout cas, pour General Electric, c'est pas non plus une acquisition phénoménale. Non, en termes de taille, c'est pas phénoménal. Par contre, c'est quelque chose qui est attendu comme relais de croissance pour une activité qui est en ce moment, je dirais, à contraire de cycle, mais il vaut mieux acheter à contre-cycle qu'en haut de cycle. Donc c'est quelque chose qui avait été bien reçu par les investisseurs. Alors on va passer à un tout autre secteur, celui de la distribution en ligne, puisqu'il y a une acquisition qui a été annoncée aujourd'hui à Wall Street. C'est Liberty Interactive qui rachète Zulily. Alors déjà, Liberty Interactive, qu'est-ce que c'est? C'est plus connu pourquoi? Alors c'est connu surtout ici aux États-Unis parce qu'il possède la chaîne de télévision commerciale QVC. QVC, je ne sais pas si c'est existe ici en France. Alors ça a été lancé en France, paraît-il. Exactement. Donc téléachat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils font des shows d'une demi-heure où ils présentent en général ou un collier, une montre ou un produit à vendre, et puis ils attendent au bout du téléphone que les gens achètent. Sauf que évidemment, une grande partie du commerce actuellement se fait pas face seulement à la télévision, mais se fait aussi sur Internet, et surtout sur Internet. Donc en rachetant Zulily, qui est un site qui vaut à peu près $1,5 milliard, qui est un site qui est surtout utilisé par les mamans, c'est assez drôle, qui vendent beaucoup de choses pour les enfants, pas seulement des langes, mais des habits, des jouets, des choses comme ça. Ça permet à QVC et à Liberty Intermedia d'avoir une base Internet qu'ils n'avaient peut-être pas encore. Donc il y a sûrement des synergies, mais ça montre surtout en fait que, une fois de plus, l'avenir de la distribution, c'est ni la télévision ni les grands magasins, ça passe par Internet, et c'est une preuve de plus, d'autant plus que si vous regardez les multiples auxquels Zulily est racheté, on ne parle pas de quelque chose de bon marché, c'est pratiquement à 5, voilà, mais pratiquement à 50 fois les profits. Donc il faut construire vraiment des synergies pour justifier ce genre de valorisation. Et vous dites que même les distributeurs classiques, brick and mortar, en dur, eux, tirent l'essentiel de leurs bénéfices de la vente en ligne. Maintenant, ça y est, c'est prouvé maintenant. Oui, alors c'est pas encore l'essentiel des bénéfices, mais c'est l'essentiel de leur croissance. Et c'est ça la grande question, c'est que pour le moment, c'est vrai qu'ils ont une très grande base de magasins, mais ces magasins coûtent extrêmement cher. Il faut avoir des inventaires importants, il y a beaucoup d'employés. Ils enferment à tour de bras. C'est quelque chose qui est courant aux États-Unis. On peut citer tellement de chaînes que c'est même plus drôle, que ça soit Kmart, que ça soit Sears, etc. Non, ils enferment beaucoup. Mais il va pas fermer à New York City quand même. Non, pas à New York City. Ça serait vraiment dommage pour tous les Français qui y vont. Mais ce que je pense surtout, c'est qu'en fait, ils ont très bien compris qu'en développant leur commerce sur Internet, et d'ailleurs Macy's a signé un accord la semaine dernière avec Alibaba, c'est la façon d'avoir
de la croissance à l'intérieur de leurs activités, et cette croissance peut continuer à porter leurs résultats de l'avant. Grégory Volokin, il nous reste 2 bonnes minutes pour parler d'un véritable scandale. AT&T, l'opérateur télécom, qui donne toutes ses données à la NSA. C'est une information du New York Times. Qu'en pensent les Américains? Qu'est-ce qui se dit là-dessus? Parce que c'est véritablement de l'espionnage, quoi. Oui, alors NSA, c'est la National Security Agency, ouais. C'est donc évidemment c'est pour la bonne ça cause, appartient à la CIA. Non, je dis pas que c'est pour la bonne cause, ça appartient à la CIA. Et qu'est-ce qu'a fait AT&T? Non seulement il collabore avec la CIA, ce qui est assez normal parce qu'on n'a pas vraiment le droit de s'opposer à la CIA aux États-Unis, on n'a pas le choix. Ils sont payés, donc ils gagnent de l'argent, mais surtout ils ont été peut-être un peu loin. Par exemple, ils ont autorisé la CIA ou la NSA à mettre des écoutes, ou écoutes entre guillemets, ou en tout cas à surveiller tout leur trafic à Internet, même à l'intérieur du siège des Nations Unies à New York. Donc c'est dire à quel point vous avez une compagnie privée américaine qui travaille main dans la main avec le gouvernement dans une activité de surveillance et d'amassage de données qui est très critique, qui est très critiquée par même des candidats actuellement aux élections. Par exemple, Ron Paul, qui est un des candidats républicains, c'est un de ses chevaux de bataille, et c'est assez justifié. Il faut quand même garder un tout petit peu les pieds sur terre. Et n'oubliez pas qu'il y a une autre polémique, c'est la polémique du fameux serveur de Hillary Clinton, où elle dissimulait des messages top secrets sur son propre serveur, alors que ces messages auraient dû passer justement par les serveurs du gouvernement. Donc non, la polémique est loin d'être finie aux États-Unis sur la surveillance des trafics de messages Internet et téléphoniques. Votre opérateur, c'est quoi? AT&T? Non, c'est Verizon. Et Verizon a beaucoup moins collaboré. On est moins écoutés, en fait, alors. On peut espérer. Ils ont en tout cas beaucoup moins collaboré. Mais je suis sûr qu'ils collaborent tous, tout simplement parce qu'on leur laisse pas trop le choix. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'ils les vendent, ces données. Ça, c'est quelque chose qui ne choque personne. Dans la écoutez, moi ça me choque, mais vous savez, il y a tellement de choses choquantes que ça n'est qu'une de plus. Très bien, Grégory Volokin, merci d'avoir été en direct à 2 reprises dans cette intégrale bourse, comme c'est toujours le cas le lundi avec nous. Président de Mescart Financial Services.